Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. CSP Time numéro 27 et une nouvelle fois nous avons délocalisé notre CSP Time puisqu'après le bar associatif, le Dunk des Eagles, eh bien nous voilà salle municipale, là où tout a commencé pour le Limoges CSP et où depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant, les filles du Limoges ABC jouent et gagnent beaucoup dans cette salle historique de Limoges. Pour ce CSP Time numéro 27, ici nous ne pouvions pas faire autrement que d'inviter l'actuel coach du Limoges ABC, en l'occurrence Régis Racine. Régis, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et bien évidemment, nos deux spécialistes basket du Populaire du Centre sont avec nous, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. 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 Au sommaire de ce CSP Time numéro 27, nous reviendrons bien évidemment sur le match d'Eurocup qui a vu la victoire du Limoges CSP face à l'Étoile Rouge de Belgrade. C'était la première victoire en top 16 du Limoges CSP. Ensuite, dans le deuxième quart-temps, nous nous intéresserons à notre invité, Régis Racine. Dans le troisième quart-temps, nous parlerons de Damien Inglis qui sera le sujet de notre débat. Dans le quatrième quart-temps, nous aviserons la suite immédiate à venir pour le Limoges CSP en Jeep Elite, avant de terminer par notre traditionnel top et flop. CSP Time numéro 27, c'est parti. Et on commence tout de suite avec le premier succès en top 16 du Limoges CSP. C'était face à l'Étoile Rouge de Belgrade, un succès étriqué, arrivé dans les toutes dernières secondes. Pour des Limougeaux qui n'ont rien lâché, Kevin, est-ce qu'on peut un mot sur ce succès mérité quand même pour le Limoges CSP? Mérité et presque inespéré. Si on regarde, ils étaient à moins 12 à l'attaque du dernier quart-temps. On pensait que le CSP allait se diriger vers une nouvelle défaite au top 16 de l'Eurocup. Mais grâce à des paniers sur rebond offensif de Boutsielé, grâce à un gros shoot à 3 points de Bouteille et grâce à une dernière minute de folie de Roussel, le CSP a été chercher un match une victoire qui n'est pas volée si on regarde les stats. Il y a égalité à l'évaluation, il y a une domination au niveau des rebonds et au niveau des passes. Mais un succès qui fait du bien et pour Limoges CSP. Régis, tu as vu ce match. Qu'est-ce qui a permis au Limoges CSP de ne pas lâcher parce que le troisième quart-temps, il est un peu cata. Et pourtant, c'est un match qui compte pour du beurre aussi, qui ne compte pas. Et pourtant, ils s'arrachent pour aller chercher la victoire. Oui, bien sûr, mais c'est avant tout une dynamique collective. La dynamique du moment où les garçons ne lâchent rien. Ils sont davantage dans l'action et non plus dans la réaction. Donc c'était vraiment un match qui compte pour eux. Un match qui compte parce qu'on a besoin aussi toujours d'une victoire, d'avoir une victoire référence face à l'Étoile Rouge de Belgrade qui est habituée aux joutes de l'Euroleague. Et les garçons avaient besoin aussi de s'évaluer par rapport à ça et terminer sur une belle note, c'est toujours plus gratifiant. Mathieu, est-ce que finalement ce succès, il n'attise pas un peu les regrets puisque on a vu des défaites où le Limoges jouait longtemps les yeux dans les yeux avec l'équipe et perdait un peu sur la fin. Alors est-ce que ce succès ne donne pas des regrets finalement? Je sais pas, ce succès pour moi, de manière un peu paradoxale, Limoges gagne son premier match dans le top 16 sur peut-être un des matchs où il le mérite le moins. Dans le sens où Limoges n'a pas fait son meilleur match depuis le début du top 16. Je trouvais Limoges meilleur par exemple même à l'Étoile Rouge, pourtant il y a plus d'écart et la victoire de l'Étoile Rouge à l'aller est également méritée. Mais hier soir, mardi soir, c'est aussi l'Étoile Rouge qui a perdu ce match en manquant de lucidité dans le Money Time. Après, cette victoire elle récompense les efforts des Limougeaux depuis le début du top 16. Des regrets, il peut y en avoir bien sûr, dans le sens où Limoges a quand même disputé le top 16 sans Sékou Doumbouya. Samardo Samuels et Isaiah Miles ont manqué plusieurs matchs du top 16. Peut-être que les regrets sont là. Après, sur l'ensemble de la compétition, je pense qu'aujourd'hui, le CSP, malheureusement, il est à sa place aussi. Régis, est-ce que tu ne penses pas que finalement le CSP, il a abordé ce match avec pas assez d'ambition? François Perronnet avait dit bon, on va faire ce top 16 pour apprendre, etc. Est-ce que finalement, ils n'ont pas eu assez d'ambition? Non, mais complètement. Il ne faut pas oublier non plus la qualification, une qualification qui s'est faite au dernier moment. On a 3 équipes qui en face sont habituées à la Coupe d'Europe et notamment à l'échelon supérieur. Donc sur les derniers matchs que l'on a vus notamment avec Malaga, c'est un match qui était complètement difficile aussi. On a l'impression qu'il y avait un écart abyssal parce que ce sont des équipes qui ont l'habitude de gagner, ce sont des équipes qui ont l'habitude d'être dans de la gestion. Et derrière, Limoges a proposé de l'énergie, a proposé du courage. Mais derrière, écoutez, ça se termine toujours de la même façon.
Mathieu, les regrets, ils sont peut-être pas sur ce top 16 en lui-même, ils sont peut-être sur la première phase où le CSP se qualifie en 4e position et du coup hérite d'un groupe relevé avec 3 anciennes équipes d'Euroleague. Peut-être que si le CSP avait gagné des matchs comme à Gdynia, d'autres matchs un peu plus à sa portée, peut-être qu'il serait retombé dans un groupe un peu plus simple et qu'il aurait existé davantage dans son top 16. À mon avis, les regrets sont vraiment plus sur la première phase. Donc là, bon, le top 16, c'est terminé, la Coupe d'Europe, c'est terminé. Si on fait le bilan de cette Coupe d'Europe, Kevin, il ne manque pas grand-chose au Limoges CSP, mais qu'est-ce qu'il faut espérer dans les années à venir pour que Limoges existe et dans la phase préliminaire et aussi au top 16 ? Déjà comptablement, on peut dire que le CSP fait un peu comme la saison dernière, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une victoire au top 16 et que en pourcentage de victoire, c'est quand même pas terrible sur l'ensemble de la compétition en Eurocup. Pour répondre à ta question sur ce qui lui manque pour exister, je pense qu'il lui manque de la stabilité, dans le sens où peut-être conserver son noyau de joueurs français sur la durée. Il lui manque peut-être ce qu'avait dit François Perronnet, un effectif plus important en termes de rotation. On a vu que en début de saison, on avait dit qu'au Limoges CSP, tous les postes étaient doublés, mais on a vu qu'avec 3 blessures, ce qui peut arriver au cours d'une saison, à 7, ça devient tout de suite plus compliqué. Alors que des équipes comme l'Étoile Rouge, Malaga ou Valence ont un roster plus important et c'est donc plus facile de rivaliser. Déjà, je pense qu'en termes d'effectifs, un effectif peut-être un peu plus long serait avantageux. Après, peut-être qu'il lui manque un peu plus de talent sur des joueurs pour faire la différence. On a vu en face hier qu'il y avait un certain Joe Ragland, un superbe joueur. Peut-être qu'il manque un joueur de cette trempe-là au CSP. Et un pivot aussi, on avait vu un Shermadovic ou un Le Sort, peut-être qu'il manque un pivot de talent, même si Boutier est très bon en ce moment, peut-être qu'il manque un pivot de talent au CSP. Je sais pas. Ça fait beaucoup de choses, Mathieu. On n'est pas dans l'utopie là un peu parce qu'on sait que la stabilité en JP Elite c'est très difficile pour les clubs parce que quand ils ont un Américain qui est bon, tout de suite il va partir à l'étranger. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour Limoges va avoir de la stabilité, va pouvoir recruter ce pivot et cet axe 1-5 dont on dit qu'ils sont souvent déterminants? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager? Alors déjà, ça va passer forcément par le budget, donc par la structuration, essayer d'avoir des moyens supplémentaires. Mais qui dit stabilité, il y a stabilité d'une année sur l'autre, mais il y a aussi stabilité au cours d'une même saison. Si Limoges avait commencé avec l'équipe qui joue aujourd'hui, peut-être que l'issue n'aurait pas été la même en Eurocup. Je parle encore de la première phase et de ce top 16. Si Limoges avait commencé avec un Jordan Taylor à la place d'un London Perrantes, s'il y avait un Damien Inglis pour doubler le poste 4, peut-être la stabilité, elle est là aussi au cours de la même saison, de rester, d'avoir un vrai noyau dur, ça commence par là à mon sens. Régis, là le CSP a du mal à exister en Eurocup. Est-ce qu'on peut imaginer à terme qu'il puisse ambitionner de revenir en Euroleague avec Villeurbanne? La première des choses, c'est la répétition des compétitions, la répétition des efforts et bien entendu, comme on disait, la stabilité. Et cette stabilité-là, elle commence déjà dès le départ. Donc forcément, sur cette première phase, on se retrouve dans une situation où on termine 4e. Si cette phase d'adaptation et de complémentarité avec l'effectif avait été mise en place, peut-être que l'on aurait pu être 2e, je ne vais pas dire 1er, mais 2e ou 3e dans notre pool. Donc on aurait rencontré d'autres équipes, donc une dynamique différente, donc une approche différente, donc un statut différent aussi. Les joueurs auraient pris davantage d'expérience, auraient gagné davantage de matchs et derrière, forcément, on se retrouve dans d'autres dispositions. Voilà. Aujourd'hui, je dirais, sur cette première, il y a un avant saison, un avant première phase, pardon, et une deuxième phase qui est complètement différente parce que ce ne sont pas les mêmes hommes. Comme vous le disiez, Perrantes, effectivement à la place de Taylor, n'est pas la même production à ce jour. Et bien entendu, Damien aussi qui fait partie aussi intégrante du renouveau du CSP. Mathieu, le Limoges CSP en Euroleague, toi tu crois sur un avenir proche? Pas du tout. Kevin, toi non plus? De toute façon, c'est devenu une ligne fermée, donc très concrètement, ça va être compliqué d'y rentrer pour l'instant. Mais déjà, pour aller en Euroleague, il faudrait une salle, une nouvelle salle, une arena. On voit les projets, l'Asvel, un vrai projet de nouvelle salle. Strasbourg, c'est pareil. C'est ces clubs-là aujourd'hui qui peuvent prétendre à une place à l'Euroleague. Et je ne parle même pas de Paris, qui fait un peu rêver l'Euroleague. Donc je pense que Limoges en Euroleague, malheureusement, c'est pas pour demain, mais après-demain. Bon, sur ces paroles pleines d'optimisme. Mais l'Eurocup est une belle compétition. Oui. On va conclure là pour ce premier quart-temps. Merci messieurs. On va s'intéresser à toi Régis. D'habitude on a une petite tradition, c'est de faire une petite bio express. Alors on va commencer, date et lieu de naissance. Alors le 13-10-70, donc 49 ans, à Paris.
Voilà. Les débuts en basket, à quel âge? J'ai commencé à 12 ans dans un petit club de Seine-Saint-Denis, à Pantin, très exactement. Voilà. Centre de formation? Centre de formation du Racing Club de France, à Paris. Premier contrat pro? Premier contrat pro dans le même club, bien évidemment, à 17 ans et 8 mois. Et c'était déjà en Pro A? En Pro A. Voilà, Pro A à l'époque. Les clubs successifs ensuite, la suite de ta carrière? Là, vous m'en demandez beaucoup. Donc le Racing, par la suite Jet Lyon, Montpellier. Tu as fait 2 clubs qui ont disparu. Exactement, je suis Enfin, toujours 3, là. parce que le Racing... Je suis toujours là, donc Nancy, toujours là. Ouais. Clermont. Voilà. Où vous avez été entraîneur, enfin joueur Oui. et entraîneur. Oui, voilà. Alors donc j'ai débuté mon rôle d'entraîneur par le centre de formation, puisque j'étais responsable durant 3 années au centre de formation, coach du centre de formation aussi du Stade Clermontois, et par la suite j'ai pris l'équipe première. Nombre de sélections en équipe de France? 7. Est-ce que tu as le souvenir de ton plus gros match en pro, celui où tu as fait le plus gros carton? Oui, Voilà. contre mon ancienne équipe, Jet Lyon. Et ça va donner quoi ce trentaine soir-là? de points, voilà, une trentaine. Record de passes décisives, tu étais meneur. Hein, Oui, record ouais. de passes décisives, 15, 16, Ouais. il me semble. Aujourd'hui, avec le recul, comment tu juges ta carrière de joueur? Est-ce qu'elle t'a apporté tout ce que tu en espérais ou est-ce qu'il y a des regrets? Ah non, forcément une belle satisfaction déjà parce que c'était une volonté première de pouvoir évoluer au plus haut niveau. Ensuite, avoir la chance de pouvoir rencontrer énormément de personnes, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, d'avoir pu aussi côtoyer des gens de renom à l'époque. Hein. Donc il suffisait juste que je tourne la tête à droite pour voir un Dubuisson, de l'autre côté un Beugnot, plus des joueurs qui sont passés par les joutes NBA. Avoir eu la possibilité aussi de pouvoir faire les contours et partir en Europe, donc c'est une belle satisfaction. Voilà, durant 15 ans. Et donc tu as basculé sur la profession d'entraîneur. C'est quelque chose qui est venu très tôt, que tu avais très tôt en tête, ou est-ce que c'est venu avec le temps? C'est venu avec le temps. C'est venu avec le temps parce qu'au départ, effectivement, je partais pour des études un petit peu plus longues. Mais très rapidement, il y a la balle orange qui m'a fait l'appel du pied. Et donc, voilà, j'ai préféré continuer dans cette voie-là. Et puis me faire plaisir sur les terrains. Donc tu as débuté, tu nous l'as dit, ta carrière de coach à Clermont. Quel a été ton parcours après en tant qu'entraîneur? Alors en tant qu'entraîneur, je suis passé donc après Clermont, je suis passé par Bordeaux. Bordeaux avec un intermède aussi important du côté de Nanterre, pardon, ouais. De Nanterre, où j'ai eu en charge l'aspect défensif sur la saison 2013-2014. L'année du titre, oui, voilà. L'année du titre. Et c'était une belle satisfaction. Voilà, on a pu bien travailler. Et donc aujourd'hui, tu es au Limoges ABC, où tu avais déjà fait une première pige pour essayer de sauver le club. Comment ça s'est passé, cette arrivée dans le basket féminin? Alors la première des choses, il faut de temps en temps être capable de se remettre aussi un petit peu en question. Donc on a toujours dit que je pouvais être un coach du secteur masculin. J'avais envie aussi moi de me lancer un certain challenge. Et à l'époque, le président Robert avait fait appel à moi pour que l'on puisse trouver des solutions sur cette fin de saison 2016-2017, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, sur cette saison 2016-2017. Et derrière, voilà, ce challenge était d'essayer de se relever et puis de gagner un maximum de matchs sur cette fin de saison de Ligue 2. J'avais trouvé des sources non seulement de motivation et puis des choses positives aussi dans le fonctionnement, dans l'approche que pouvait avoir et puis surtout moi dans mon plaisir personnel. Voilà. Et aujourd'hui, si tu compares la profession, parce que c'est une profession de joueur de haut niveau et d'entraîneur, c'est quoi le plus difficile? La difficulté, c'est de pouvoir gérer un aspect collectif, bien évidemment. De gérer. C'est plus difficile d'être entraîneur? Bien entendu, ouais. Bien entendu. L'entraîneur, pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur un caractère et une approche nombriliste.
Là, il faut être capable de penser à tout le monde, il faut être capable de pouvoir gestionner aussi les individus, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, il faut être aussi à l'écoute. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir gérer et le secteur masculin et le secteur féminin. Voilà, c'est ce qui fait aussi mon leitmotiv, donc je continue dans cette voie-là. Justement, quelles sont les plus grandes différences selon toi? En termes de jeu, il y en a entre le secteur masculin et féminin, mais j'imagine aussi en termes de gestion humaine, en termes de gestion de groupe. La gestion humaine est complètement identique. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, oui, bien sûr que on aura tendance à dire que les garçons, c'est beaucoup plus musclé, plus de finesse chez les filles, mais à un moment donné, à partir du moment où tout s'embrique, tout se met en place, la qualité du secteur féminin est indéniable. Parce qu'elle donne tout. Est-ce que la patte du coach est encore plus prégnante chez les filles dans le secteur féminin qu'elle peut l'être dans le secteur masculin, peut-être parce qu'il y a moins la variable physique? Il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute, il faut détecter aussi les signaux, que ce soit positif, négatif. Il faut laisser personne sur le bord de la route. Hein. C'est comme une équipe masculine. À partir du moment où on fait un match, il y a un groupe de 10. Mais par contre, il y a 8 joueurs qui sont 8 joueuses qui sont opérationnelles et 2 qui peuvent être frustrés. Donc à ce moment-là, il faut être capable d'être dans l'adaptation et de pouvoir gestionner du mieux possible. Dans les deux cas, il a fallu que je travaille aussi sur moi et que je travaille sérieusement sur cette approche-là. Tu as coaché en Pro B chez les garçons, oui. Tu coaches aujourd'hui en NF2 chez les filles. Est-ce que c'est le même métier? Ou est-ce que tu coaches différemment en fonction des niveaux finaux? Alors, pas du tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au LABC, j'ai différentes casquettes, hein, notamment sur l'aspect technique général du club. Alors, pour revenir sur la NF2, il faut savoir que les filles ont un double projet. Pas seulement sur le terrain, donc elles sont obligées aussi de faire entre guillemets du 50-50, de s'adapter à leur fonctionnement, moi de même, et je prends acte et je prends soin aussi de leur doléance et je fais aussi attention par rapport à ça. Donc bien évidemment sur le haut niveau c'est beaucoup plus d'agressivité, c'est un projet en commun, c'est une obligation commune aussi, hein, nous sommes payés pour ça. Là aujourd'hui il y en a certaines qui sont en formation, qui sont scolarisées, qui bossent et ça me fait bosser aussi double ou triplement. Lors de ton premier passage, le club était en Ligue 2 féminine, oui. Aujourd'hui il est en NF National 2 féminine. Est-ce qu'on peut penser que le club peut retrouver ce niveau, donc la deuxième division française, ou est-ce qu'il faudra attendre? Enfin, est-ce que tu penses que le club peut revenir à ce niveau? Déjà, la première des choses, c'est qu'il a fallu 2 ans pour que le club descende de 2 niveaux. Déjà, ça, c'est la première des choses. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi un certain laps de temps pour pouvoir remonter à un niveau qui est tout à fait correct. Maintenant, on sort du statut, entre guillemets, semi-professionnel. Donc, ça veut dire que l'on a toutes les contraintes inhérentes par rapport à cette situation-là. Il faut le reconstruire. Donc, on a fait appel à moi pour pouvoir reconstruire dans ses plus grandes largeurs. Et derrière, on s'attache à ça. C'est ça le plus important. Et quel est ton objectif à titre personnel? C'est de retrouver du haut niveau ou Alors moi, à titre personnel, bien évidemment, j'ai jamais fait une croix sur le haut niveau, à titre personnel. Maintenant, je m'inscris dans un projet au LABC qui est un projet à moyen terme. Je ne parle pas de long terme parce qu'on aurait tendance à s'endormir. J'aime pas l'endormissement. Donc on s'attache à un projet à mi-terme, pardon. Et il faut, voilà, on fait étape après étape pour pouvoir retrouver la lumière, comme on dit. Un dernier mot, Régis. Le basket, c'est une affaire de famille, puisque tu as 3 garçons et 3 basketteurs. C'est ça. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix dans la dynamique que j'avais. Bien entendu, oui, les garçons. Alors, j'ai 3 garçons, effectivement. Anthony, qui est à Chartres, en Pro B. Actuellement, Warren qui est passé par le centre de formation de Nanterre, qui est actuellement sur Roueil en National 1, et Alexis qui est donc lui sur son double projet, qui est jumeau de Warren, qui est à Maubeuge, voilà, et qui suit des études en master. Bon, et donc tu suis tout ça avec un œil attentif, j'imagine? Quotidiennement. Bon. Donc les fils de Régis Racine sont prévenus, papa surveille. Merci messieurs, c'est la fin de ce deuxième quart-temps.
Le troisième carton est traditionnellement celui du débat et nous allons débattre sur Damien Inglis. Alors, ce n'est pas le procès du joueur, évidemment, mais on va s'interroger sur ce joueur qui est arrivé au mois d'octobre, début octobre, à la base pour remplacer Samardo Samuels, qui était soi-disant en instance de partance, et puis finalement qui est resté. Et Damien Inglis qui souffle le chaud et le froid un peu depuis son arrivée. Kevin, qu'est-ce qu'on peut penser de ce joueur? Déjà au niveau du potentiel, quelque part, il n'y a rien à dire. Potentiellement, en fait, s'il a été drafté en NBA, c'est qu'on imaginait un destin doré pour ce joueur. Force est de constater qu'entre son potentiel et la réalité du moment, il y a quand même un delta. Donc il a été drafté. Si je ne m'abuse, il a surtout essentiellement joué en D-League ou en G-League, en fonction de l'appellation. Il sort d'une saison à Strasbourg, où il n'a pas été conservé par Vincent Collet. À l'intersaison, il s'est retrouvé sans club. Il a attendu pour avoir des propositions. Et finalement, il est arrivé en cours de saison au Limoges CSP. Donc le potentiel, finalement, il y a quand même un écart entre se retrouver débarquer en cours de saison au Limoges CSP et la NBA quand même. Donc voilà. Régis, c'est un joueur qui a été ultra dominant quand il était jeune. Mais stoppé par des blessures. Est-ce qu'aujourd'hui, il paye toujours le fait d'avoir été blessé, qu'il a du mal à revenir à ce niveau de joueur dominant? Non, pas forcément. Pas forcément. Alors c'est quelqu'un que je connais très bien parce qu'il est passé par le centre fédéral. Et Damien est quelqu'un qui a besoin d'être aimé aussi dans son fonctionnement. Donc on aurait toujours tendance à dire qu'il a un manque d'agressivité, mais c'est quelqu'un qui développe aussi cette nonchalance, mais pas de nonchalance sur le terrain, bien au contraire. En le connaissant, c'est quelqu'un qui est capable de faire énormément de choses. Alors bien sûr, la blessure par rapport à l'agressivité entre guillemets de l'approche que l'on a du basket et tout de suite par rapport à la statistique, forcément c'est quelque chose qui ne le met pas en lumière. Voilà, il a besoin d'être aimé sur un terrain, il a besoin de temps. C'est comme ce que vous disiez, il est arrivé au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, c'était un tel tumulte au niveau comme on peut le dire, du CSP, que forcément il s'est fondu dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, ça va nettement mieux. Mathieu, il a été un petit peu en difficulté à un moment, et puis là il est revenu, il a refait des performances et des matchs de bon calibre. Est-ce que c'est pas dû aussi au fait qu'il a eu plus de temps de jeu et qu'avec la blessure d'Isaiah Mals? Ça, l'avenir se chargera de répondre à la question. Mais c'est vrai qu'il a eu des difficultés au début, je pense, parce qu'il est arrivé en cours de saison. C'est jamais simple pour un joueur d'arriver en cours de saison. Il faut qu'il rattrape son retard tant physique que dans les systèmes de jeu. Donc il a eu du mal. Il a eu des droits au sifflet de Beaublanc. Sifflet que, pour ma part, j'ai trouvé un peu sévère parce qu'il fait quand même les efforts en défense. Depuis qu'il est arrivé, il a fait ses efforts en défense. Il a un rôle un peu de facilitateur aujourd'hui au CSP. C'est quelqu'un qui peut être entre guillemets un deuxième meneur à l'intérieur. Il fait beaucoup de passes. Parfois, il en abuse peut-être un petit peu trop, de passes un peu trop compliquées. Il reste sur deux, trois très bons matchs quand même. On va voir ce qu'il va donner sur le long terme. C'est un peu tôt pour répondre à cette question, savoir si c'est une bonne recrue ou pas. En tout cas, il fait du bien au CSP en cette période où Isaiah Miles n'était pas là, où Samardo Samuels n'était pas là. Il a une certaine polyvalence dans son jeu. Il sait faire plein de choses, pas que du scoring. Donc, il a quand même rendu des services depuis son arrivée au CSP. Donc il a rendu des services. Malheureusement, Kevin, ce qu'on pourrait dire, le souci aujourd'hui, c'est la constance. On a l'impression que là, il nous fait quelques bons matchs et puis il peut replonger à tout moment. Est-ce que c'est pas ça le souci aujourd'hui, Damien Inglis, la constance? Il est très inconstant. Il est resté sur de très bons matchs face à Pau, face à Antibes où il a terminé à 27 d'évaluation. Face à l'Étoile Rouge, il démarre très bien le match par un panier à 3 points. Et après, il est retombé entre guillemets dans ses travers, c'est-à-dire forcer le jeu, s'entêter sur des choses compliquées. Alors que finalement, où il est bon, et comme l'a dit Mathieu, c'est en défense, en essayant de faciliter le jeu, en faisant des bons écrans. Il est capable de jouer poste 5, malheureusement en l'absence de Samardo. Mais ouais, hier, il y a deux exemples. Hier, en fait, il fait une interception en défense et sur l'autre action, il défend très bien. Et
il veut tout de suite se récompenser en attaque, alors que peut-être qu'il y avait des choses plus simples, passer ballon, tenter un système long en fait. Et voilà, il a tendance à forcer malheureusement plus que de raison parfois. Et c'est ce qu'on lui reproche, et ce que Beaublanc lui reprochait. Moi, je trouve pas qu'il force tant que ça, Damien Inglis. Je trouve plutôt qu'il a un côté altruiste. Après, il a un manque de réussite en attaque. Il a raté des paniers faciles qui auraient pu le récompenser, notamment sur sa défense et tout ça. Il n'est pas en grande confiance. Il semblait pas en grande confiance. Après, il le dit lui-même, il est capable de faire beaucoup de choses sur un terrain. Et je trouve pas que ce soit un véritable forceur. C'est sûr, capable de faire pas mal de choses, mais il n'a pas vraiment une dominante. Et c'est ce que nous, le regard que l'on porte après sur sa démarche, on se dit, mais tiens, pourquoi il n'a pas fait ça, pourquoi il n'a pas fait ci? Non, au contraire, comme tu le disais, c'est un facilitateur. Et ce facilitateur-là permet de pouvoir mettre aussi les autres aussi en lumière. Et très agressif sur l'avant-dernier match, donc sur le Classico. Et derrière, il s'est mis en mode je vais fixer et je vais renverser la balle. Voilà. Aujourd'hui, il est sur une autre casquette. Donc, ce qui veut dire que aussi à nous d'être capables de s'ajuster par rapport au regard que l'on peut avoir et par rapport à la demande qu'il y a immédiate. Oui, on ne connaît pas le rôle exact qu'il a, mais après, il faut qu'il trouve pleinement son rôle dans cette équipe. C'est pas facile parce que son rôle évolue avec les absences dernièrement de Sekou Doumbouya, d'Isaiah Mahrez, de Samardo Samez. Donc on lui demande beaucoup de choses en fait. Il faut juste qu'il trouve vraiment sa place une fois que le CSP sera au complet. Et surtout ne pas oublier qu'il a que 23 ans aussi. Est-ce que quelque part on n'oublie pas un peu vite qu'il a que 23 ans et qu'on a tendance à dire il a été drafté NBA, mais on oublie qu'il a que 23 ans. C'est exactement ça. Et après, en regardant effectivement l'aspect beaucoup plus général, beaucoup plus global, ça fonctionne aujourd'hui. Le CSP gagne. Le CSP gagne. Gagne avec les joueurs qui sont là actuellement, qui sont aussi dans l'énergie, qui sont dans les efforts, mais aussi, il manque du monde. Donc tous ces ajustements-là, c'est une somme d'adaptation continuelle et c'est jamais simple pour les joueurs. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est en tout point positif. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il n'est pas resté à Strasbourg et pourquoi il n'avait pas de club à l'intersaison? Est-ce que ça n'interroge pas? Est-ce que il a déjà une réputation? Est-ce que les blessures qu'il a eues ont freiné les clubs? Est-ce qu'il avait des prétentions trop élevées? Pourquoi aujourd'hui, Damien Inglis, un joueur de ce calibre-là, de ce potentiel-là, n'avait pas de club à l'intersaison? Mathieu? Oui, quand on lui a posé la question, il a répondu tout simplement en disant qu'il attendait un projet qui lui convienne, c'est-à-dire un projet d'Eurocup à minima, mais pourquoi pas d'Euroleague. Je pense qu'il a pris son temps. Effectivement, Vincent Collet, je crois savoir, n'a pas vraiment souhaité le conserver à tout prix. Et Damien Inglis, lui, avait des velléités peut-être un peu trop élevé à ce moment-là de sa carrière. Peut-être qu'il a, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a pas fait une saison pleine non plus à Strasbourg. Donc il y a peut-être besoin de faire une saison pleine quelque part, Damien Inglis, voire deux, pour retrouver des clubs de ce calibre s'il y arrive un jour. Quelque part, le temps joue pour lui aujourd'hui, Régis? Oui, bien sûr, mais pour répondre à la question, les clubs, aussi bien que les joueurs, ne s'inscrivent pas sur du long terme. Les carrières ou les contrats de 4 ou 5 ans, comme on a pu connaître à mon époque, ou rester pendant 10 ou 11 ans dans le même club, n'existent plus. Donc dans l'approche personnelle, les garçons ont tendance à se projeter très rapidement vers l'avant ou sur d'autres cieux. Donc la question, messieurs, Damien Inglis, bonne ou mauvaise recrue pour le Limoges CSP? Pour moi, oui, bonne recrue, même si une recrue, ça juge en fin de saison pour savoir s'il y a un titre au bout. Quoi qu'il arrive, s'il y a un titre au bout, ce sera une bonne recrue, mais aujourd'hui, pour le moment, moi, je dis bonne recrue. Régis? Alors, moi, je dirais très bonne recrue, surtout actuellement, dans le sens où il manque pas mal de monde. Il manque pas mal de monde. Il a ce rôle de facilitateur. Maintenant, c'est ce rôle de facilitateur-là où il est obligé de gérer les rentrées et sorties de ses coéquipiers et de s'adapter. Parce qu'il ne faut pas oublier que Damien Inglis a débuté sa carrière sur le poste 3. Là, aujourd'hui, il est sur le poste 4. Il faut revenir en avant, repartir en avant. C'est compliqué. Voilà. Et donc, cette gestion-là, sur le temps, il va falloir se l'approprier. Bonne recrue dans le sens où il a apporté ce qui manquait au CSP en début de saison, de la défense et un deuxième poste 4 qu'on n'avait pas. Et ça sera pour moi une très bonne recrue s'il reste dans la lignée de ses dernières performances et qui mène le CSP au titre.
Un poste 3 qui devient un très bon poste 4. Borisio, il a fait un peu le même parcours. Hein. On peut espérer. Ouais. C'est ce qu'on espère bien sûr pour Damien Gliss. Ce troisième quart-temps est terminé. Merci messieurs. On va parler de Jeep Elite dans ce quatrième quart-temps avec ce qui attend le Limoges CSP dans les semaines à venir. Et on le sait, le Limoges CSP a 7 victoires consécutives en Jeep Elite. Il va aller à Fos samedi, ensuite il va recevoir Strasbourg avant la Leaders Cup. Mathieu, est-ce qu'un 9 à la suite, c'est possible? Oui, c'est possible. Sur le papier, c'est tout à fait possible quand on voit le classement de Fos-sur-Mer et Strasbourg qui vient d'en prendre 41 chez nos amis palois. Donc sur le papier, c'est possible. Mais après, moi, je me méfie quand même de ce déplacement à Fos-sur-Mer. C'est des déplacements qui sont un peu le traquenard, le coupe-gorge, petite salle, une équipe qui joue sa survie. On a enchaîné, le Limoges CSP a enchaîné beaucoup de matchs en l'espace de peu de temps. Donc à voir. Mais peut-être que pour moi, le match le plus compliqué à venir en championnat, c'est pas celui face à Strasbourg, mais ce serait peut-être plus celui face à Fos-sur-Mer un samedi soir. Kevin, tu es plutôt d'accord avec ça je suis entièrement d'accord. Toute série est faite pour s'arrêter. Et finalement, ce sont 2 matchs pièges par excellence. Fos joue sa survie en championnat. Fos a absolument besoin de gagner chez lui pour continuer à espérer un maintien. Strasbourg va être revanchard après en avoir pris 41 à Pau. Donc franchement, ce sont 2 matchs pièges par excellence pour le Limoges CSP. Régis, de par ton expérience, 7 victoires consécutives, c'est évidemment une dynamique de confiance incroyable. Mais est-ce que des fois, trop de confiance ne risque pas de déboucher sur la suffisance? Oui, ben bien sûr, mais je ne pense pas que le CSP ait autant de confiance que ça. Bien au contraire, ils restent mesurés. Hein, ils savent d'où ils sont sortis, notamment par la voix du coach Perronnet. Déjà, ça c'est la première des choses. Ensuite, au vu des dernières prestations, je pense que le groupe a besoin de fraîcheur. De nouveau, voilà. Donc ils ont besoin de fraîcheur. Donc les 2 prochains matchs, forcément, bien entendu, seront aussi importants. Toutes les victoires sont bonnes à prendre, bien évidemment. Les autres ont besoin aussi de victoires, notamment Fos, Strasbourg qui a besoin de se racheter. Donc les composants des 2 vont faire que voilà, il va falloir. Voilà, il y a aussi des sommes d'incertitude. Il y a un facteur physique. Lors du dernier CSP Time, on se demandait si Jérémy Boutsielé allait continuer à jouer à ce niveau-là. Là, il enchaîne les matchs à 35 minutes, en l'absence de Samardo Samuels. Physiquement, il faut espérer qu'il tienne. Dwight Hardy joue beaucoup aussi à 30 minutes. On a vu hier, face à l'Étoile Rouge, que Jordan Taylor était un peu en difficulté physiquement. Au moins ces 3 cadres, il faut espérer qu'ils tiennent lors des 2 prochains matchs, même si on peut espérer que les retours de Samardo et Isaiah Mals fassent du bien au Limoges CSP. On en est où, Mathieu, là, au niveau des blessés? Est-ce que Samardo va revenir pour Fos? Et Sekou Doumbouya, pour l'instant, il en est où? Alors Isaiah Mals, il est revenu face à l'Étoile Rouge. Il s'était entraîné un quart d'heure avant le match avec Opposition. Samardo Samuel ne s'était pas entraîné avec Opposition. Il était annoncé possible pour le match face à l'Étoile Rouge. Si tout va bien, il devrait être à Fos-sur-Mer, sur la feuille de match à Fos-sur-Mer. Concernant Sekou Doumbouya, il doit avoir son chirurgien prochainement, là, qui se prononcera sur son retour, sur la date de son retour. Et pour l'instant, on n'a pas de date, là, une échéance. On a demandé. Leaders Cup, On a demandé, pour l'instant, on nous a dit qu'il faut qu'il voit son chirurgien. On a demandé quand est-ce qu'il allait voir son chirurgien. On nous a dit bientôt. Et l'autre facteur, et désolé de te couper Jean-Christophe, c'est au-delà de la fatigue, c'est qu'entre Fos et Strasbourg, tu vas à Valence. Voilà. Pour un match qui compte pour rien. Il y a cet aspect physique qui est important, Régis, avec un match encore, dernier match d'Eurocup, mais il faut le faire, qui va encore, 3 matchs en une semaine pratiquement, plus la Leaders Cup derrière, là, il y a une... Bien évidemment, on puise toujours sur les mêmes énergies, donc à un moment donné, il faut rester vigilant. Pendant qu'il y en a certains qui reviennent, il y en a d'autres qui peuvent disparaître ou partir, et forcément, ça va repartir sur une bascule. Mais une chose que l'on a oublié aussi, le mercredi, il me semble 13 février, il y a aussi la Coupe de France. Oui, aussi entre-temps. Avant c'est au 12. Voilà. Donc, ce qui fait que ça fait énormément de matchs à répétition. Donc, on va jusqu'à la Leaders Cup, sauf que ça a commencé bien avant, avec un mois de compétition, des matchs tous les 3 jours. Donc, c'est assez compliqué par rapport à ça. Il faut que les mecs reviennent. Il faut que les mecs reviennent parce que, déjà, pour retrouver un équilibre de jeu, et puis surtout pour que les autres ne soient pas sollicités plus qu'ils n'est.
Mathieu, cette série, on l'a vu, 7 victoires consécutives, avec un effectif affaibli. Est-ce que ça veut dire que le jour où Limoges récupère tout son monde, quelque part, il n'y a plus personne pour s'opposer au Limoges CSP? Alors calme-toi Jean-Christophe, ça c'est ton péché mignon, tu t'enflammes tout de suite. Non, il y a des équipes comme l'Asvel qui restent quand même un sérieux candidat au titre de champion. Après c'est sûr, quand on voit le CSP faire ce qu'il fait aujourd'hui, sans 3 joueurs majeurs quand même, sans Sekou Doumbouya, sans Isaïa Mas, sans Samardo Samuel, c'est sûr que ça laisse très optimiste pour la suite de la saison. Maintenant il va falloir voir si aucun joueur ne se blesse, notamment à l'intérieur. Le CSP aujourd'hui, il reste quand même, on a l'impression qu'il est un peu dépendant des performances d'un Jerry Boutielé, d'un Jordan Taylor, d'un Dwight Hardy. Enfin, je les cite tous, mais c'est vrai que tout le monde apporte quelque chose dans cette équipe. Mais c'est sûr qu'au complet, si chacun retrouve son rôle, parce que c'est ça aussi une équipe de basket, c'est une question de rôle, ménager les égos et tout ça. Si tout le monde arrive à retrouver sa place dans cette équipe, Limoges CSP, il peut aller loin. Alors voilà, que tout le monde retrouve sa place, gérer les égos. Est-ce que finalement on n'aura pas trop de monde, Kevin, hein, après gérer les égos, est-ce que Samardo va se contenter de jouer une dizaine de minutes par match? Je pense qu'en fait, il y a un autre championnat qui commence lors des playoffs. Et je pense qu'avoir un effectif de 10 joueurs interchangeables, ça peut être un net avantage pour le Limoges CSP. Lorsqu'on regarde des concurrents qui sont Pau, qui finalement manquent de banc, comme Dijon, qui manque de banc. Avoir autant de joueurs sur des matchs qui sont tous les 3 jours, comme en ce moment, je pense que ça peut être un avantage pour Limoges CSP. Régis, cette équipe, on l'imagine au complet, tu la vois aller jusqu'où? La première des choses, avoir une somme d'individualité n'est pas source de garantie et de succès. La première des choses, c'est d'avoir une acceptation au niveau de son rôle. Bien évidemment, lorsque l'on regarde l'effectif du CSP aujourd'hui, elle fait peur. Elle fait peur, elle est impressionnante. Elle est impressionnante parce qu'il y a eu des résultats. Des choses. Donc, si en plus les joueurs qui sont sur le côté s'inscrivent sur le projet, ça peut être un vrai char d'assaut. Il y a des échéances, des matchs de coupe qui arrivent. Il y a besoin de tout le monde. Il y a des matchs couperés. Et derrière, notre vision, nous, en tant que téléspectateurs, en tant que spectateurs, c'est de voir jusqu'où elle est capable d'aller. Mathieu, est-ce que le caillou dans la chaussure, là, aujourd'hui, c'est pas ce match de Coupe de France à Monaco là? Oui, le caillou, tu peux facilement l'enlever, hein, si tu as vraiment envie d'enlever. Hein. Ouais. ça peut aller assez vite. C'est sûr que ce match, dans la série, quoi. Ouais, non, mais ce match, il tombe particulièrement mal. On l'a dit, le calendrier du CSP, il est super chargé entre l'Eurocup, le championnat, bientôt la Leaders Cup. Et là, juste avant, heureusement, ils ont réussi à le faire avancer d'une journée quand même, parce que sinon, le CSP se retrouvait à jouer le mercredi à Monaco et débuter la Leaders Cup le vendredi soir chez Mickey. Donc, ce match, je ne sais pas, moi après je ne fais pas les calendriers, hein, je ne sais pas où il était possible de le placer, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on regarde le calendrier, on se dit qu'il fait tâche. Kevin, le Limoges CSP, juste derrière l'Asvel à la fin de la phase régulière, ou avec l'Asvel, finalement ils sont qu'à deux victoires hein, derrière, c'est envisageable? Je pense que sur la dynamique actuelle, je pense que c'est tout à fait possible. Aller chercher l'Asvel avec son effectif, ça va être compliqué. Mais quand on regarde les concurrents directs, qui sont Pau, Nanterre ou Dijon, je pense que c'est possible, très, très honnêtement. Dijon, ça va commencer à tirer quand même. Ouais, avec 7 joueurs à rallonge, ça va tirer. L'Asvel, ils ont perdu Alpha Kaba là, pour 3 mois. Donc je ne sais pas s'ils vont faire quelqu'un pour le remplacer. Donc c'est sûr que toi, normalement, tu vas récupérer tes joueurs. Donc normalement, la dynamique, elle parle pour le Limoges CSP aujourd'hui. Alors la dynamique pour le Limoges CSP, qu'est-ce qu'on peut craindre qui pourrait venir une série de blessures, trop de suffisance? Non, mais c'est exactement ça. La situation du moment, la gestion du moment. Blessure après blessure, pendant, tout ce que l'on veut. Donc à un moment donné, c'est d'avoir la meilleure dynamique possible, la meilleure gestion possible, et ça on fait confiance de toute façon au staff qui a su les remobiliser aussi à un moment donné. Mais comme on dit, il va y avoir de grosses échéances avec des matchs couperés qui arrivent. Il va falloir montrer tout le potentiel que l'équipe peut avoir. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin pour ce 4e quart-temps. Les tops et les flops, on commence par les tops et je vais donner mon top à la JDA Dijon qui
en train de montrer qu'elle est une équipe très forte de ce championnat de France. Alors certes avec un banc sans doute limité, qui sera peut-être handicapant en play-off, mais en tout cas ce qu'il montre actuellement c'est très bien. Une équipe qui a gardé la défense qu'avait instituée Jean-Louis Borg, qui joue avec 2 meneurs. Un jeu un petit peu atypique et des bons joueurs de relais. Ils ont gagné contre l'Asvel, une belle victoire qu'ils sont allés chercher alors qu'ils n'ont pas forcément été aidés par les arbitres. En tout cas, cette JDA Dijon, elle me fait penser un peu à celle que le Limoges CSP avait rencontrée en play-off l'année du titre. Et ça ne sera peut-être pas aussi facile de se taper cette équipe si jamais on la retrouve en play-off. Donc top à Dijon et mon flop, je vais le donner à Strasbourg, qui avec un effectif un petit peu surdimensionné quand même, avec le coach de l'équipe de France quand même à la tête de cette équipe, eh bien, est en pleine crise, avec des joueurs qui a priori se sont un petit peu mis sur la gueule, il faut dire les choses comme elles sont, des résultats un peu catastrophiques, même s'ils ont gagné en Coupe d'Europe. Voilà, c'est quand même un petit peu bizarre qu'une équipe avec cette dimension humaine-là, aussi bien dans l'effectif que dans le staff, n'arrive pas à plus de résultats. Donc flop à la SIG Strasbourg. On continue, Mathieu, ton top, ton flop? Mon top, j'ai beaucoup hésité, mais finalement, je vais prendre Jerry Boutielé. On en parle beaucoup de Jerry Boutielé, mais ce qu'il arrive à faire depuis des semaines, c'est tout simplement énorme. On commençait à ne pas comprendre quand il ratait un shoot. Pour un joueur comme lui, quand il shoot à 5-6 mètres, c'est assez incroyable. Sur les derniers matchs, là, il a connu un peu moins de réussite, un peu moins d'efficacité, mais il apporte tellement d'autres choses. Il apporte de la défense, il apporte des rebonds, il fait des écrans. Enfin, il est en train de prendre une dimension assez incroyable. Contre l'Étoile Rouge, il fait encore 24 dévals. Ce qu'il fait, c'est très très fort. Tout ça en venant de Cholet quand même. Voilà. Et mon flop, ça va être l'affluence de Beaublanc sur ces 2 derniers matchs de Coupe d'Europe. La feuille de stat a annoncé 3800 personnes face à Malaga, 4200 face à l'Étoile Rouge. Moi, j'ai l'impression qu'il y en avait encore moins. Alors, je ne sais pas si c'est juste le prix des places du Limoges CSP, si c'est le diffuseur qui s'évertue à mettre le Limoges CSP un mardi soir à 21h qui rebute un peu quelques fans limougeaux, mais c'est triste de voir un Beaublanc qui sonne presque un peu creux. Pour les matchs de couleur. Je vais commencer par mon flop que j'attribuerai à Jonathan Roussel. C'est un bon gars, c'est un bon capitaine, mais il est dans le dur en ce moment. On voit tout de suite la différence quand il y a Jordan Taylor et Jonathan Roussel sur le terrain. On le sent en difficulté à la fois dans ses choix et dans ses tirs. Il faut espérer que ça soit qu'une mauvaise passe et qu'il nous apporte davantage. Et mon top, je vais le mettre au même joueur, Jonathan Roussel, pour sa dernière minute de folie face à l'Étoile Rouge qui fait gagner le match. Il prend un gros shoot couillu, entre guillemets, à 3 points avec son fameux shoot arc-en-ciel. Il fait ficelle. Et sur la dernière action, il est tout aussi couillu en allant provoquer la défense et en allant marquer sous le cercle en pénétration. 5 points en l'espace d'une minute qui font gagner le match et qui ont fait beaucoup de bien au Limoges CSP. Et c'est ce Jonathan Roussel qu'on veut voir sur la continuité d'un match. Merci Kevin. Régis, pour terminer, ton top et ton flop? Alors moi je vais rester sur l'esprit CSP. Pour le top? Oui, pour le top. Mon top, c'est la dynamique qu'il y a actuellement et qui a débuté déjà depuis de nombreux mois, depuis 1 mois et demi, pardon, avec cette remontée, remontada, comme on dit, par rapport au CSP qui était 12 ou 13e à un moment donné du championnat. Donc il a fallu refaire un remaniement dans le sens large. Ce qui a plutôt bien fonctionné parce que le groupe est remonté. Elle est aujourd'hui 4e du championnat, donc ça il faut pas l'oublier. Pourquoi aussi je reste aussi sur le top, parce que ce sont des joueurs qui étaient dans une phase un petit peu de déconcentration et qui ne se sentaient pas bien dans leur basket et qui derrière, écoutez, ont pris les choses à bras le corps. Des ajustements aussi qui ont été faits sur le terrain et en dehors du terrain qui ont porté leurs fruits. Donc ça, c'est vraiment le top que l'on peut avoir. Maintenant, le flop, qu'il n'en est pas forcément un, j'ai hâte de voir l'effectif dans son entièreté. Par rapport aux prochaines échéances, savoir si les joueurs qui sont sur le côté vont pouvoir être capables d'accepter aussi leur rôle qui a peut-être aussi changé. Voilà, j'ai hâte d'observer tout ça et avoir de belles surprises. Bon.
Donc c'est un flop peut-être. C'est un mini-flop, en c'est une anticipation. observation. Voilà. À l'intérieur du vestiaire, comme on dit. Voilà, merci Régis, merci messieurs. C'est la fin de ce numéro 27 de CSP Time. Rendez-vous sur le site internet lepopulaire.fr et sur notre page Facebook Le Populaire Sport. Vous pourrez aussi retrouver l'intégrale de ce CSP Time sur notre site internet et évidemment sur notre page Facebook. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain, ce sera juste avant la Leaders Cup. À bientôt, salut.